Participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House. Alors la semaine dernière, dans la 104e room, on a parlé de droits d'auteur. C'était passionnant. Je vous invite à réécouter cet épisode qui était avec Pierre Vivant et où on a essayé de passer en revue vraiment beaucoup de choses. On aurait pu encore parler pendant 1 heure. On a décidé dans cette room de traiter d'un sujet qui n'est pas forcément évident et que les podcasteurs n'aiment pas trop. C'est peut-être pour ça aussi que on n'a pas full aujourd'hui dans la room, mais je pense que cet épisode va être quand même fort intéressant parce que on va pouvoir échanger entre nous sur les podcasts produits par les radios. Et donc la question se pose bien entendu puisque c'est pas une guéguerre qu'il y a entre les podcasteurs natifs et les radios, mais c'est vrai que on essaye de différencier en fait les podcasts natifs des podcasts radio, et j'aurais des choses à dire parce que en parlant un peu à droite à gauche, en parlant au niveau international même et en parlant encore plus haut puisqu'on a carrément posé la question à ceux qui sont en train de faire évoluer la norme du flux RSS et du podcast 2.0, eh bien pour certains, il n'y a pas vraiment de différence entre podcast natif et podcast replay. Et tout est question de contenu et de valeur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dans ce débat qui est vraiment intéressant parce qu'on est en plein dedans avec Podcast Magazine, on travaille nous dans le secteur de la radio aussi à côté. Donc on a en fait les deux pans de cette problématique qui se pose avec des études et des mesures qui sont différentes entre le podcast natif et le podcast replay ou de rattrapage. Monsieur Brulatour, petit jingle, billet acidulé, et je pense que ça va balancer. Radio House. Alors je vais vous donner tout de suite la température, les amis. Le podcast peut dire merci à la radio. C'est même le titre de ce billet acidulé. Qui croyez-vous qui tire vers le haut les audiences du secteur du podcast ? C'est la radio. Alors oui, il y a bien quelques belles envolées pour quelques podcasts natifs, mais rappelons ici que la majorité des podcasts dits populaires le sont grâce notamment à la radio, parce que ce sont ce que l'on appelle des replays, autrement dit des émissions initialement diffusées à la radio. D'abord, il faut comprendre cet engouement pour le podcast replay et pas s'arrêter seulement aux bons chiffres. Le podcast replay connaît une santé de fer, pas seulement parce qu'il est produit par des professionnels de la radio, mais parce qu'il répond à de profonds bouleversements comportementaux, les changements d'usage. Et je peux même vous poser un petit billet que cette courbe demeurera ascendante encore longtemps. Le podcast replay connaîtra demain ses plus belles heures parce que les modes de consommation vont continuer à changer et vont continuer à évoluer comme jamais. L'auditeur recherche du contenu de plus en plus personnalisé et surtout revendique son droit à la liberté, celle de pouvoir écouter quand il en a envie, où qu'il soit, quand il en a besoin. Alors si j'osais, je vous dirais même que la radio en direct a même du souci à se faire parce que l'auditeur n'est plus aussi malléable qu'auparavant désormais, donc il peut choisir et devant se dessine une offre gigantesque, pour ne pas dire prototypesque. Alors s'agit-il du mariage de la carpe et du lapin, ce possible rapprochement entre la radio et le podcast ? D'aucuns disent qu'il est nécessaire de cloisonner l'offre issue des radios et celle issue des podcasteurs du secteur natif, épaissir l'étanchéité entre les deux. Alors je partage avec vous un avis qui n'est pas forcément un avis très personnel, mais que j'estime être globalement relativement intéressant. Le replay a autant besoin du natif que le natif a besoin du replay. Vouloir séparer les deux, c'est vouloir tuer le marché. Je m'explique, la radio a tout intérêt à se tourner vers le podcast natif pour aller y débusquer des podcasteurs capables de créer de nouveaux contenus pour la radio. Comme les podcasteurs du secteur natif ont d'ailleurs tout intérêt à s'accrocher au secteur du replay pour bénéficier de sa puissance. Et puis les radios l'ont bien compris, nombreuses sont celles qui désormais pensent d'abord podcast avant même de penser à l'architecture d'une émission strictement réservée au territoire radiophonique. Mieux encore, la radio imagine dorénavant une émission classique comme un
podcast afin que le contenu sonore soit ensuite facilement adaptable dans un sens comme dans un autre sur l'ensemble des supports. Disons-le, Radio France a pris une belle avance sur ses concurrentes. Alors, pas une seule semaine sans que l'entreprise publique ne propose un nouveau podcast natif à ses auditeurs. Radio France a considérablement musclé son offre de podcasts, pas seulement donc les podcasts replay, mais aussi et surtout donc les podcasts natifs. L'entreprise a fait de gros efforts ces derniers mois pour accompagner la croissance du secteur, tellement d'efforts qu'elle vient de lancer une opération baptisée Podcasting. C'est un casting géant de podcasteurs issus du secteur natif. Les candidatures sont ouvertes d'ailleurs, me semble-t-il, et de mémoire jusqu'au 10 février prochain. C'est un casting national qui part donc à la recherche de podcasteurs natifs et qui propose à ces derniers de présenter leurs idées, leurs concepts à des professionnels. Bon, on note que dans cette stratégie, Radio France est aussi imitée par Radio-Canada, par la RTBF. Je ne parlerai même pas ici des très nombreuses initiatives qui sont engagées outre-Manche par la BBC. Donc pour terminer, il n'est pas question de savoir si les podcasts produits par les radios sont meilleurs ou pas que les podcasts produits par des studios indépendants. Soyez certains que les radios françaises ne pourront certainement pas répondre à toutes les sollicitudes des auditeurs en matière de podcast, parce que ce n'est pas forcément non plus leur cœur de métier, mais soyez certains que la radio participera à sa manière à une sorte de structuration du marché. Elle a tout à y gagner d'ailleurs pour aller chercher une autre audience qui n'écoute plus ou moins peut-être forcément la radio. Et puis enfin, soyez aussi certains que les podcasteurs du natif ont tout intérêt à se tourner vers les radios pour élargir leurs audiences et aussi et surtout bénéficier de capacités de production qu'ils n'ont pas. C'est ce que l'on appelle ce secteur du podcast natif versus le podcast replay, du donnant-donnant durant la prochaine décennie, Philippe. Ah ben voilà. Radio House. On clôture avec un petit jingle. Alors oui, la grande différence entre le replay et le natif, il y en a pas mal. En effet, on parle de la même chose. On parle d'un contenu audio qui est produit. Et moi, je me rappelle de la première remarque que j'ai eue dans une des Radio Week que l'on a organisée, où on avait la responsable des programmes de NPR, la radio américaine, la radio publique américaine, qui nous disait que pour la première fois, depuis longtemps, NPR avait une concurrence, où jusqu'à maintenant, la production audio était réservée, en fait, et quasi exclusivement, même si, en effet, les podcasts existent depuis longtemps et qu'il y en a qui en faisaient, quoi qu'il arrive, mais plutôt dans l'ombre, puisqu'il n'y avait pas cette visibilité du podcast qui a apporté, comme tout le monde le sait aux États-Unis, Serial, et qui a rendu le mot podcast célèbre. Et même si aux États-Unis, il existait déjà des pseudo-podcasts par le biais des programmes syndiqués qui font office aux États-Unis et qui n'existent pas, par exemple, dans des pays comme la France, puisque un Joe Rogan, qui était diffusé sur de multiples radios partout aux États-Unis en simultané, eh bien, c'était quelque part un podcasteur. C'est un producteur indépendant qui propose des programmes audio à la demande, et certaines radios ne le diffusaient pas exactement au même créneau. Donc en fait, on était déjà dans une espèce d'approche aux États-Unis très podcast. Mais elle disait concrètement que maintenant il y avait donc un concurrent identifié et qui réalisait des programmes de qualité. Et je pense que c'est ce qui arrive aussi en France. En France, France Musique, France Culture ont toujours fait des productions de contenu qui ressemblent beaucoup à des podcasts qui sont aujourd'hui qui font partie des meilleurs podcasts. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a vraiment un travail avec un producteur, et puis en même temps, à France Culture, France Musique, ils sont 6 ou 7 à produire une création sonore. Donc obligatoirement, c'est plus facile pour eux d'en créer jusqu'à maintenant. Donc là, aujourd'hui, on est dans une situation où même Radio France se retrouve avec en face des créateurs, et c'est pas surprenant qu'elle lance un casting. Alors, est-ce que les podcasteurs auront envie de faire ce casting ? Parce que c'est bien joli de faire un casting, mais moi je sais que on l'a vu avec les youtubeurs que les radios ont essayé de capter.
ça les fait pas rêver la radio, les youtubeurs. Est-ce que la radio fait rêver les podcasteurs ? Je pose la question dans la room. Est-ce que les podcasteurs qui sont dans la room ont envie de faire de la radio ? Parce que la grande différence entre un podcast en fait qui est replay et un podcast natif, pour moi, c'est le fait qu'il ne fasse pas partie d'une grille de programme. Fred, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Alors, parce que dans une grille de programme, tu as une ligne éditoriale. Et donc, tu ne peux pas mettre n'importe quel contenu. Et donc, obligatoirement, tu vas devoir avoir à faire des contenus qui sont formatés dans un format de la radio et dans un créneau, dans un temps qui fait partie de cette horloge de la radio qui doit être récurrent ou non, mensuel, hebdomadaire, quotidien. Et donc, on n'a pas la même liberté et la même capacité de choisir le sujet que l'on désire. oui, ça vaut aussi aujourd'hui pour les studios indépendants qui proposent généralement un catalogue qui repose aussi sur une stratégie éditoriale. Allez voir par exemple Binge Audio, Infinite ou d'autres studios de ce genre, ça se tient quand même dans le catalogue. Mais surtout, ce qu'il est important de souligner, je pense, c'est de ne pas trop vite vouloir tomber dans une sorte de militantisme bête et méchant. Ou alors il faut le faire, mais de façon intelligente. Attention, c'est pas facile. En tous les cas, pas à la manière des radios libres dans les années 80 qui se sont plus ou moins volontairement isolées en ne voulant pas s'inspirer des réussites des unes et des autres radios principalement, qui sont très rapidement, dès la fin des années 80, parvenues à s'émanciper assez rapidement, à se développer et donc à durer, contrairement aux toutes premières radios libres qui ont voulu préserver je ne sais quelle valeur et qui sont encore pour certaines aujourd'hui relativement isolées, mais elles ont, Dieu merci, comme elles le disent, évité une sorte de trahison à leur valeur d'origine. Attention donc, et c'est un conseil que je donnerai, il vaut ce qu'il vaut, à destination des podcasteurs issus du secteur natif, attention à ne pas vous isoler sous prétexte de vouloir préserver une certaine vision du futur, un certain état d'esprit, une certaine politique ou une certaine philosophie. Je pense qu'on peut puiser et je pense qu'on peut trouver dans la radio aujourd'hui, notamment et en particulier dans la radio publique, et NPR aux États-Unis en est l'exemple, la BBC outre-Manche est un autre exemple, sans pour autant citer une nouvelle fois Radio France ou encore la RTBF. On peut là-bas retrouver ce qui fait la philosophie des podcasteurs natifs. Mais je le répète encore une fois, ne vous isolez pas, vous répéteriez l'erreur des radios libres au début des années 80 et je pense que vous pourriez très rapidement vous en mordre les doigts. Ah oui, non, mais il n'y a pas de. En fait, c'est pas une question de qualitatif et on va tout de suite donner la parole à Stéphane qui défend un podcast natif et qu'on défend aussi quelque part par le biais de Podcast Magazine. On ne parle pas que de podcast natif, on parle aussi de podcast replay et c'est pas parce que c'est une radio qu'on ne va pas en parler, mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence de capacité et de moyens de production qui font que c'est plus facile pour une radio d'avoir un impact avec n'importe quel contenu podcast qu'elle va créer que pour un podcasteur natif. Donc pour exister en tant que podcasteur natif dans ce secteur du podcast qui est émergent mais qui n'est pas encore vraiment... c'est pas encore du grand public, on est loin. Moi, je dis aujourd'hui, la population en France qui connaît vraiment ce qu'est un podcast, quel qu'il soit, ça représente peut-être 10-15% maxi, je dirais, moi, de la population, et certainement dans les grandes villes. Stéphane, bienvenue, merci d'être avec nous pour partager ce sujet qui te passionne aussi, bien entendu. Salut, vous m'entendez bien ? Ouais, très bien, super. Bon, je suis pas devant un micro, vous me pardonnerez, mais si vous savez qu'à cette heure-ci, au Québec, il est 7h25 du matin et on prépare le petit sandwich du jeune étudiant qui s'en va à l'école. Alors, mais moi, je pense que Frédéric a la position idéale dans la situation. Philippe, tu connais mes positions là-dessus aussi.
ce que je pense qui est important, c'est pas d'opposer l'un à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas le podcast issu d'une émission de radio contre le podcast natif, mais c'est simplement déjà de commencer à faire un distinguo, de différencier les deux pour que l'un ne soit pas fondu dans l'autre. Et moi, c'est ça qui me gêne quand je râle un peu sur le fait qu'on fasse pas de distinction d'un point de vue de la terminologie entre une émission de radio qui est rediffusée en podcast et un podcast natif. Ce que je veux souligner là-dedans, c'est que il y a un travail dans l'univers du podcast natif, et en particulier le mien, celui du documentaire, qui est extrêmement spécifique, qui est particulier, qui pour moi relève des mêmes techniques que celles qu'on peut utiliser pour un film de cinéma ou pour un film de télé ou pour un documentaire radio, et donc qui a des spécificités, qui a un savoir-faire et qui est en train de se développer justement avec ces spécificités et ce savoir-faire. Et je ne veux pas que cet univers-là soit fondu, soit digéré dans un univers beaucoup plus grand, beaucoup plus large, beaucoup plus commercial, que je ne critique pas parce que, comme le dit Frédéric, c'est pour ça que j'aime sa position, c'est un univers qui draine, qui porte le podcast auprès d'un très très large public, mais je veux pas qu'il soit digéré au titre que finalement tout ça se retrouve sous le même chapeau. Ça n'est pas le même chapeau. On pourrait dire que c'est une grande famille, mais tout le monde n'est pas, on est des cousins, on n'est pas identiques, on est tous différents les uns des autres. Et c'est cette différence que moi je tiens à marquer pour plusieurs raisons, parce que d'une part il y a ce savoir-faire, il y a cette identité qui me semble très importante, et d'autre part on voit bien que les produits sont pas les mêmes. Mais je ne conteste pas du tout l'apport de la radio au podcasting. Je suis moi-même d'ailleurs un podcasteur qui a commencé par créer des podcasts pour CBC Radio-Canada, qui est donc une radio qui a commencé à faire du podcast de façon native en venant chercher des auteurs comme moi. Donc, d'ailleurs, l'industrie du podcast au Québec et au Canada, au Québec en particulier, est très, très, très fortement l'idée soutenue par des radios ceux qui sont les seuls à peu près à avoir des moyens de production assez importants pour produire du natif de très grande qualité. Donc, je conteste pas cet apport-là. D'ailleurs, Frédéric, je rectifierai un point. C'est pas Radio-Canada qui a copié France Culture, c'est France Culture qui a repris Radio-Canada, puisque Radio-Canada fait des appels à production depuis des années, et CBC Radio-Canada produit du contenu natif depuis très très longtemps, depuis vraiment, en tout cas au Québec depuis plus de 5 ans, 6 ans, peut-être 7 ans même, et au Canada anglais depuis encore plus longtemps. Mais bon, c'est petite rectification chauviniste pro-canadienne. Alors voilà un peu ma position par rapport à tout ça. Moi je pense que c'est une question, c'est stupide peut-être, ça peut paraître réducteur, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup une question de terminologie. Et j'aimerais vous lancer sur cette discussion sur la terminologie, parce que on dit podcast, et quand on dit podcast, on croit qu'on a tout dit, et en fait on n'a rien dit. Parce que diffusion en podcasting ou faire un podcast, c'est pas la même chose. Et au Québec, encore une fois, on a un distinguo par rapport à ça. On dit un balado, qui est un contenu de balado de podcast natif, et on dit la balado-diffusion, qui est la diffusion selon le mode du podcasting. Ah oui, c'est comme ça que c'est comme ça que vous différenciez le replay du podcast, en fait. Mais parce qu'en fait, le replay, c'est une diffusion c'est la diffusion d'un contenu selon un mode de diffusion spécifique. Le replay, j'avais écrit un article sur le sujet justement pour donner un exemple très clair. Un film de cinéma qui est diffusé à la télévision ne devient pas un film de télévision. Il reste un film de cinéma diffusé à la télévision. Eh bien, selon moi, un podcast natif qui est diffusé à la radio peut rester un podcast natif, et une émission de radio qui est diffusée selon le modèle du podcasting, c'est-à-dire selon l'écoute à la demande, ne devient pas obligatoirement un podcast natif. Et il faut continuer à maintenir cette différence-là, tout en considérant qu'effectivement, comme vous le disiez tous les deux, le podcast qui est construit sur la base d'une émission de radio, qui est un recyclage d'une émission de radio, il draine
énormément. On le voit bien dans les résultats des classements. Même si c'est eux qui drainent l'industrie. C'est un peu boosté par différentes manières. Bon. Et puis aussi la notoriété. En dehors de ça. Oui, il y a l'image de marque. La marque. Bien sûr, il y a une question de notoriété. Je veux dire, quand Radio France, quand Énergie, quand Europe 1 diffuse un contenu, quel qu'il soit, il faut s'attendre à ce qu'il soit beaucoup plus écouté, beaucoup mieux accueilli par le public que si c'est Maurice ou Stéphane qui le fait. Alors voilà, moi je pose ça là. Je pense qu'il y a une question de terminologie. Et puis, d'un point de vue aussi technique, je pense que c'est important de savoir différencier les deux. Il y a aussi les contraintes qui sont pas les mêmes. On le sait, je veux dire, ce qui fait aujourd'hui le bonheur du podcast, c'est de ne pas avoir de limite de temps, c'est de ne pas avoir, c'est de réduire les contraintes, qu'elles soient les contraintes visuelles qu'on a au cinéma ou à la télé, que ce soit les contraintes techniques aussi pour les prises de son, qui permettent au fond, de faire appel à notre imagination, de faire appel à des savoir-faire qui soient inventifs, qui soient différents, avoir des prises de son originales. Donc tout ça, toute cette originalité, je veux pas l'opposer au monde de la radio, parce que le monde de la radio est pour moi un univers qui est extrêmement intelligent, inventif, constructif, mais c'est pas tout à fait la même chose non plus. Quand moi j'ai eu des balados qui ont été adaptés pour France Culture, et je parle en connaissance de cause, puisque je travaille pour Radio-Canada et France Culture. Quand j'ai eu des balados adaptés à France Culture, ils ont été un peu, et je le dis de façon très, très, très gentille, parce qu'ils l'ont très bien fait, mais ils ont été un peu charcutés. On a dû couper certains moments, on a dû revoir le balado pour le faire rentrer dans une grille horaire qui était extrêmement minutée et extrêmement précise. Et donc ça, c'est pas la façon dont un documentariste de balado, de podcast natif travaille. Alors c'est un peu là, je pense, la limite aussi. Et puis on peut parler après des émissions de radio qui sont des émissions de radio pures et simples, qui sont des talks ou ce qu'on veut, qui deviennent du podcast et dont on dit ah ça y est, c'est un podcast. Non, c'est juste une rediffusion. Voilà. J'ai posé ça, je vous laisse avec ça. Et en tout cas, ton micro est très bon. Je sais pas qu'est-ce que tu utilises, mais ça va être ton téléphone. Je n'ose pas te le dire, c'est un casque Apple, c'est un casque Apple, tout simple. Très bon. Fred, tu voulais réagir? Oui, mais pourquoi pas. Moi, j'aime bien l'idée, cette idée-là de balado-diffusion, c'est-à-dire de diffusion en mode podcast face à un podcast qui, lui, serait donc ce qu'on appelle un natif, puisque, ça veut rien dire un natif quelque part, si ce n'est que, en effet, c'est pas un contenu qui est créé originellement pour être diffusé à la radio. C'est du streaming. Au fond, si tu y penses, c'est du streaming. C'est-à-dire que tout ce qui est diffusé selon le modèle du podcasting, fait partie de l'univers du streaming. Donc finalement, ce sont des émissions diffusées en streaming. Ouais. Mais pourquoi on leur accole, en deux mots, on leur accole ce terme de podcast? Pourquoi ça deviendrait des podcasts? C'est là peut-être qu'est le débat. Au fond, une émission de radio reste une émission de radio et elle est diffusée selon un modèle qui est l'écoute à la demande. Oui, alors c'est possible en effet. Alors juste une parenthèse, je ne suis pas certain que l'auditeur de podcast natif ou l'auditeur de podcast replay se pose les questions que nous posons actuellement. Et je pense que si Philippe mettait en avant le chiffre de 10% des Français qui écoutaient régulièrement des podcasts selon lui, sont encore moins nombreux à vouloir en faire une différence. J'observe néanmoins, et c'est ça qui est intéressant, chaque individu devrait être curieux et observer ce qui se passe autour de lui. J'observe, et c'est intéressant qu'on continue à se regarder un peu en chien de faïence, si vous me permettez l'expression, à se sentir un peu le derrière, dans le style je t'aime, moi non plus. À côté de la terminologie, il y a aussi la temporalité. On l'oublie trop souvent, mais je crois que c'est le temps qui sera le juge-arbitre. Et avec le temps, c'est-à-dire avec la structuration du marché, on y verra un petit peu plus clair dans la terminologie. En France, il y aura toujours des grandes différences avec le Québec et le Canada parce que la France, je pense, maintenant utilise les termes anglo-saxons comme au même niveau que les termes français, donc à mon avis, c'est mort. Mais ce qui est intéressant, c'est que les radios commencent déjà à penser d'abord podcast avant de penser une émission, ou en tous les cas, pense d'abord à l'adaptabilité du contenu sonore dans un sens
comme dans un autre. C'est de plus en plus souvent le cas. Karim Nedjari, qui est le directeur général de RMC en France, le dira la semaine prochaine dans le cadre de la Radio Week, c'est un événement en La semaine ligne. d'après. Pardonnez-moi, donc ce sera du 30 Ouais, du janvier 30, au 3 ouais. février prochain. Donc lui, il le dit clairement. Il le dit, moi je veux bien produire quelque chose de sonore pour la radio, mais dans cette étape de production, il faut qu'on sache si le contenu sonore que l'on va diffuser à l'antenne est adaptable au support numérique. Est-ce qu'on peut le saucissonner? Est-ce qu'on peut l'adapter sur Twitter? Est-ce qu'on peut l'adapter sur une plateforme comme Spotify, etc., etc. Donc la profession de la radio, du secteur de la radio, se pose déjà des questions. Donc, constatez, la radio, encore une fois, je ne vais pas tirer dans un sens ni dans un autre, mais la radio fait des efforts. Je ne suis pas certain qu'elle attende les podcasteurs du secteur natif. Il faudra vraiment qu'ils prennent le train en marche parce que la radio française, comme ailleurs, sont des gros paquebots. Voilà, soit vous prenez le train en marche, soit vous imitez les radios libres des années 80. Oui, mais Frédéric, deux petites remarques par rapport à ce que tu viens de dire. D'abord, à mon avis, il est faux de penser que les radios pensent en termes de création podcast. Les radios pensent syndication, ce qui est différent. Les radios pensent recyclage de contenu de façon, je ne le dis pas de façon critique, mais de façon constructive, c'est-à-dire pensent de quelle façon on va pouvoir réutiliser, syndiquer. Je ne sais pas si vous employez, c'est ça. Je sais pas si vous employez le même terme en France, mais au Québec on dit la syndication, c'est-à-dire réutiliser le contenu sous différents supports. C'est pas tout à fait le terme qu'on utiliserait en France. Non, okay, c'est plutôt multi-support ou réutilisation de contenu. Ouais. Alors, plus dans le média global. Voilà, je le précise, mais ça, c'est un réflexe, c'est une logique de commerciale, de marché qui existe dans le monde du livre. Quand on fait un livre, on se dit, est-ce que je peux en faire un podcast? Est-ce que je peux en faire une série télé? Quand on fait une série télé, on se demande si on peut en faire une série Netflix, on se demande si on peut en faire un livre, etc., etc. On en parlait avec Joël Ronet de Binge Audio il y a pas très très longtemps avec Philippe, et Joël disait, on n'y pense pas forcément au départ, mais c'est sûr que c'est quand même une logique qui est importante pour nous, et on le voit, ils sont devenus non seulement producteurs de podcasts, mais aussi éditeurs. Donc ça et puis ça c'est très respectable, c'est une logique de marché. Donc, mais ils ne pensent pas est-ce qu'on peut en faire un bon podcast. Ils pensent est-ce qu'on peut le passer selon le modèle du podcast. Et je pense que cette différence-là, elle est importante, et elle est aussi importante parce que, selon moi, faire la différence entre du contenu audio et du podcast natif, c'est permettre aux deux de coexister et de garder l'identité de chacun. Tu le disais, le grand public connaît majoritairement des produits qui sont diffusés en podcasting, qui sont des émissions de radio. Je sais pas, on a entendu parler récemment du fait que Christophe Ondelat dise qu'il était le podcasteur le plus écouté avec son podcast sur une des affaires criminelles. En fait, il est l'animateur de radio qui est très écouté dans l'univers du podcast, mais il n'est pas à proprement parler un podcasteur, même si leur contenu est très certainement construit en fonction des contraintes de temps et de diffusion des plateformes de streaming. Donc, je pense que c'est bien de garder un point comme ça, une limite entre les deux pour que les deux puissent coexister, parce que le risque aussi, c'est que, et Philippe, tu le disais, les gens ne font pas la différence. L'univers du podcast natif est tellement petit, il est tellement peu connu du grand public que si on ne fait pas dès le début, si on ne marque pas dès le début la différence, on va se retrouver avec un seul grand univers dans lequel tout le monde va évoluer. Je peux faire un petit parallèle peut-être, qui est peut-être pas le meilleur qu'on puisse faire, mais je pense au cinéma d'auteur. Le cinéma d'auteur, c'est toujours défendu et d'une certaine façon, c'est toujours opposé au blockbuster, au cinéma américain, au film à gros budget. Donc, je veux pas rentrer dans la même logique. Je pense pas qu'il soit du tout judicieux de rentrer dans la même logique, mais je pense qu'il faut quand même considérer le podcast d'auteur comme quelque chose qui mérite qu'on le souligne et qui mérite qu'on le protège d'une certaine façon. Ouais, moi, je vois dans le secteur du natif davantage de liberté, c'est vrai, liberté
dans le format, c'est-à-dire la temporalité, la durée du podcast, liberté dans l'éditorial, de style, de ton, ce que vous voulez. Alors, bien sûr, ce qui fait la spécificité de ce secteur du natif, c'est cette liberté, qui fait d'ailleurs aussi son succès, parce que grâce probablement à des auditeurs qui sont, disons-le, lassés par la radio, qui l'ont abandonné, peut-être provisoirement, peut-être durablement, ou en tous les cas qui n'y trouvent pas ou plus de plaisir, et qui ont, grâce à ce podcast natif, redécouvert des réflexes de liberté, effectivement, comme tu le disais, des podcasts, le premier épisode qui peut être un épisode calibré à 10 minutes, le deuxième à 15 minutes, le troisième à 5 minutes, le quatrième à 25 minutes. Alors on peut tout faire, on peut peut-être tout dire aussi, en tous les cas d'une autre façon, prendre le temps. Je pense que la société de demain, le temps sera un luxe, donc l'auditeur aimera prendre son temps, personnaliser ses choix. Donc le secteur du natif a aussi de nombreuses qualités pour demain. Mais, alors, encore une fois, je me permets de le répéter, il ne faudra pas qu'il reste dans son coin comme le village gaulois d'Astérix, parce que certains de ces podcasteurs du natif finiront comme certaines radios libres des années 80 ont terminé avec les mêmes dirigeants, avec les mêmes réflexes. Dès qu'il y a une nouveauté, ne pas aller la chercher, ne pas aller s'en inspirer, c'est tout le problème là. Mais on a affaire à des gens qui sont par définition des créatifs. Donc s'ils sont créatifs, ils sont curieux. Donc s'ils sont curieux, ils seront là dans 10, 15 ou 20 ans s'ils prennent la décision d'être là dans 10, 15 ou 20 ans. J'ai un peu tué le game là ou Non, mais t'as pas tué le game du tout. Alors, moi, je voulais simplement préciser que on a fait un certain nombre d'articles là dans Podcast Magazine qui va sortir. Je voulais quand même parler un peu. Tu parlais de Radio-Canada, Stéphane, et puis Fred aussi. Tu parlais un peu de cette radio, puisqu'on a fait un papier notamment sur la manière dont le balado est traité au Québec et à Radio-Canada, à CBC. Enfin, CBC, c'est la partie anglophone et Radio-Canada, c'est la partie francophone. Ce qui est quand même notable dans ce qui m'a été dit lors de cet entretien, c'est la manière dont la radio, et je pense qu'ils sont peut-être en effet inspirés de la BBC qui, avec BBC Sounds, très tôt, ont cloisonné en fait la partie linéaire, la partie musique, la partie linéaire, la partie musique et la partie podcast. Et ça a été sur BBC Sounds, leur application qu'ils ont sortie il y a déjà 5 ans, je pense. Ils ont été précurseurs. Ans. Ah, ouais, 4-5 ans, très très visionnaire. Mais de toute façon, la BBC, il faut savoir qu'ils ont carrément un secteur de recherche et développement. Ouais. Moi, j'avais assisté il y a plus de 15 ans au lancement de récepteurs modulaires par le BBC Research. Et c'était impressionnant à quel point ils vont très loin et ils sont sans cesse en recherche. Oui, mais c'est bien là toute la différence, Philippe. C'est bien là toute la différence. En France, on ne voit pas ou plus la radio. Pas suffisamment en tous les cas. Plus encore, on n'en entend pas parler. Et si la télévision parlait autant de la radio que la radio parle de télévision, il y a fort à parier que l'audience cumulée gagnerait 4 ou 5 points. C'est sûr. C'est pareil. La presse écrite, c'est pareil pour... C'est pareil pour le podcast. C'est exactement pareil pour le podcast. Si la radio fait des efforts pour mettre en avant ses podcasts ou ceux des autres, ça marche. Alors, comme le fait. Oui, mais messieurs, un petit point. Je fais du pouce, Philippe, sur ce que tu viens de dire. Ouais, là. parce que j'ai pas fini, mais je terminerai après toi. Vas-y. Ah bah oui, non, mais je peux te laisser terminer ou je peux terminer à ta place. Exactement, parce que tu sais exactement comment ils ont cloisonné en fait la partie balado au Québec, et que c'est cette partie balado qui, il faut le dire, il y a 5% des balados, c'est-à-dire des podcasts natifs créés par Radio-Canada qui ne sont pas diffusés, il n'y a que 5% qui sont diffusés sur la radio parlée ou la radio musicale. Donc ils ont cloisonné totalement la partie balado pour une écoute, pour aller chercher un public beaucoup plus jeune, et c'est grâce à ça, en partie, que l'audience de la radio de Radio-Canada a augmenté depuis 6 mois ou quasiment 1 an. Et ça, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que c'est le balado, c'est-à-dire le podcast natif, qui a amené de nouveaux auditeurs et qui se sont dit « Ah tiens, je ne connaissais pas Radio-Canada. » Eh bien, par le biais du balado, parce qu'ils ont consommé en situation nomade le contenu, la marque Radio-Canada les a intéressés.
Mais là, tu touches un point qui rejoint notre discussion bien plus qu'on ne le dit habituellement. C'est-à-dire que finalement, en créant du contenu natif, et c'est valable aussi pour une radio, que ce soit France Culture, Radio-Canada, CBC, la BBC et autres, en créant du contenu natif différent de ce que tu diffuses à l'audience, en sortant de l'éditorial habituel, parce que tu es dans un autre univers. Et en distinguant ces deux univers, tu vas aller chercher un nouveau public. Et vous êtes mieux placé que moi pour parler de la question des audiences en France, qui, de ce que j'en vois, ne se porte pas si bien que ça. C'est parce que le réflexe finalement qu'on voit, que moi je vois de l'extérieur, peut-être que je me trompe, mais le réflexe de la radio française de base, c'est de dire on va diffuser nos contenus en podcast, puis c'est du podcast, on fait du podcast. Et de croire que le public va ad vitam aeternam ingérer les mêmes contenus que ceux qu'ils ingéraient à la radio en streaming, en écoute à la demande. Non, le public est aussi en train d'évoluer, pas seulement sur le mode de consommation, mais le public est en train d'évoluer sur le type de contenu et la nature et la structure de ces contenus. Et si tu remets le même type, la même construction de structure dans un autre mode de diffusion, tu fais apparence de changement pendant un temps, mais tu ne fais pas preuve d'un véritable changement et tu ne fais pas preuve d'une véritable inventivité et d'une véritable créativité. Et c'est là que, à mon avis, les radios françaises font une erreur de stratégie à très long terme, c'est que on ne va pas chercher un nouveau public, on n'entre pas réellement et complètement dans cette nouvelle tendance qui est celle d'une consommation de contenu très différent, dont la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, on s'entend quand c'est de l'autoproduction, mais dont on peut aller, dans lesquels on va chercher des choses qui sont sur des sujets dont on n'a jamais parlé, des sujets qui ne sont pas abordés sur les ondes classiques, etc., etc. Et au résultat, eh bien, on a un tout nouveau public qui embarque dans l'univers du podcast. Et il ne faut pas oublier quand même que l'objectif ultime d'une entreprise, d'une industrie, c'est d'aller chercher un public qui va grandir avec elle. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est les 14-18 ans pour construire l'avenir, parce que ceux-là sont déjà dans l'univers du streaming jusqu'aux deux oreilles. Alors, je crois que c'est là une des grandes différences que tu viens de marquer, Philippe, dans la stratégie des grandes radios, et on parle de grandes radios, là, vraiment des majeures, par rapport à l'univers du podcast, c'est-à-dire que au Canada, on a considéré qu'il y avait là un facteur de développement différent, un facteur de création différent, dans un mode différent, dans un univers différent. On l'a scindé, on l'a écarté de la radio justement pour pouvoir exercer cette différence de façon plus libre, sans être pris dans les pièges ou dans les contraintes de la radio traditionnelle. Et on a réussi à aller chercher un immense public, il faut le dire, c'est vrai, Radio-Canada, CBC, se sont constitués une base. Et alors, on ne parle pas de la question de l'utilisation de l'application et de toutes les données, l'information, la publicité qui peut s'en suivre, etc. Ça génère des revenus qui sont extrêmement importants. Et donc, on a finalement développé un nouveau secteur complètement différent de ce qu'on faisait en radio. Et je pense que c'est là, à mon avis, le fond de la réflexion. Et aussi, on rejoint un petit peu la question du podcast natif. La radio peut faire du podcast natif, mais il faut que ça soit du vrai podcast natif. Ouais. Alors, je vais alimenter cet échange avec, vous savez, on a la chance dans Podcast Magazine, enfin vous ne savez pas encore, puisque vous allez découvrir ça dans Podcast Magazine numéro 2, puisque vous allez bien sûr tous vous presser d'aller découvrir la nouvelle couverture de Podcast Magazine numéro 2 qui est sortie hier soir et que vous pouvez voir sur podcastmagazine.fr si vous allez commander un ou deux numéros, si vous avez envie d'avoir les deux exemplaires papier de ce magnifique magazine Podcast Magazine. On a interviewé Adam Curry et Dave Jones. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, pas forcément. Adam Curry, c'est vraiment un des fondateurs du RSS. Et donc du podcast. C'est Steve Jobs qui a appelé Adam Curry pour lui demander s'il pouvait récupérer ces 3000 podcasts que lui avait référencés à l'époque avant que iTunes et que Apple se mettent à faire du podcast. Et il a dit oui, pas de problème, et il a passé ces 3000 podcasts gratuitement à Apple
pour qu'il démarre. Donc ça date de il y a longtemps, hein, puisque il a commencé son podcast lui en 2004. Donc vous voyez, c'était même avant ce dont on parle souvent du démarrage du podcast. Et donc je voulais simplement vous lire. Le surnom d'Adam Curry, Philippe, le surnom d'Adam Curry, c'est le Podfather. Exactement, c'est le Podfather. Et donc, Benjamin Bellamy, pour Podcast Magazine, a interviewé ces deux personnages. Et il y a une question, parce qu'on avait parlé avec Benjamin de cette, vous savez, des tags qu'il y a à l'intérieur du flux RSS que vous pouvez utiliser, qui sont quand même assez restreints. Et surtout, on n'a pas dans ces tags, quand par exemple on va récupérer un flux RSS et que on veut l'importer dans un logiciel, on n'a pas le champ natif ou pas natif. Et donc j'avais posé la question à Benjamin Bellamy quand je suis passé au Satis, parce qu'il était là-bas, et donc on s'est croisés. Je lui ai dit tiens, au fait, on a commencé à discuter, et puis je lui ai dit mais est-ce qu'il est possible dans les tags du flux RSS de rajouter des champs? Il me dit oui, bien sûr, c'est ce qu'on est en train de faire. Je lui dis c'est-à-dire. Et là, il a commencé à me parler d'Adam Curry, il a commencé à me parler du podcast 2.0, des projets qui étaient en train de se mettre en place avec le namespace. Alors vous inquiétez pas si vous comprenez rien, vous lirez l'interview dans Podcast Magazine, c'est très très bien expliqué. Il y a une très longue interview de ces deux grands personnages du podcast qui aujourd'hui ont des podcasts qui sont plus gros que certaines radios américaines. Et regardez et donc j'ai dit à Benjamin, pourquoi on n'ajoute pas ce champ-là? Il me dit c'est pas bête, je vais voir. Et écoute, on est en train de rajouter des champs pour le RSS, le nouveau RSS qui va être mis à jour, puisqu'il va y avoir une nouvelle version du RSS en open source qui va permettre en fait de rajouter des champs, notamment d'ailleurs des champs de monétisation à l'intérieur du flux RSS, où vous pourrez monétiser votre champ, votre podcast directement par le flux sans avoir à passer par un intermédiaire externe. Leur concept, c'est de faire de l'open source et de faire en sorte que ce flux RSS soit accessible à tous, gratuit, et que ça continue à l'être. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc je lui ai dit, il m'a dit je vais regarder. Donc bon, il n'a pas regardé, il a carrément posé la question à Adam Curry. Et écoutez la réponse. Donc la question c'est, justement, cela fait écho à une discussion que nous avions eue la semaine dernière. En France, nous faisons la distinction entre le podcast natif et les podcasts de radio. Penses-tu qu'il faudrait un moyen de pouvoir les différencier? En gros, il a posé la question en disant, est-ce que tu peux rajouter un champ podcast natif, type de podcast, dans le flux RSS? Et sa réponse est assez intéressante. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mon plus gros podcast, The No Agenda Show, dépasse de nombreux programmes de NPR ou PBS en termes de taille d'audience. Je ne me considère pas comme indépendant, je suis un podcasteur, je crée des podcasts et je ne pense pas qu'on ait besoin d'une étiquette supplémentaire. Si on commence à tout catégoriser, on ne s'arrête jamais. Est-ce que c'est commercial, non commercial? Point d'interrogation. Moi, j'aime être en compétition avec des gens qui ont de gros moyens financiers en fait. J'aime vraiment ça parce que je peux faire des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Est-ce qu'on n'est pas aussi, Stéphane, je pose la question ouvertement, à un moment où c'est très tôt en France, où il n'y a pas de podcasts qui sont plus gros qu'une station de radio, bien que, chose à savoir, je me demande s'ils ne sont pas quand même devant un certain nombre de radios. Maintenant qu'il n'est plus à la CPM, on ne sait pas, mais quand il est parti de la CPM, il était à 7 millions d'écoutes par mois. Aujourd'hui, le plus grand podcast de la CPM se targue avec 1,2 million d'auditeurs par mois d'être le premier podcasteur. Et là, j'ai vu Slate Audio vient de faire un communiqué en disant qu'ils sont la première agence de podcast avec 14 millions d'écoutes sur l'année. On parle du natif, hein, le podcast replay le plus important en France, c'est l'Afterfoot, l'émission d'RMC, 18 millions approximativement de téléchargements par mois. Mais 7 millions de téléchargements, chose à savoir, il est quand même pas loin. Donc, est-ce que c'est pas aussi le fait que ce soit encore très neuf en France et qu'aux États-Unis, notamment, il y a des podcasts qui dépassent largement des audiences de stations de radio? Et c'est peut-être ce qui va arriver aussi en France, au Québec, en Belgique, peut-être pas tout de suite, mais la réponse en tout cas d'Adam Curry est intéressante. Non mais oui, c'est intéressant. Puis écoute, il y a quand même, il faut quand même placer les choses dans les univers dans lesquels il se trouve. Adam Curry, il parle depuis les États-Unis
et il parle depuis la chaise d'Adam Curry. Oui, et c'est pas un c'est pas un débutant et il a une sacrée. Tu comprends que lui, il s'en fout complètement de savoir si on va spécifier que c'est du natif ou pas du natif. C'est lui le natif. Donc voilà, la discussion se fait pas. Je comprends sa position. Puis philosophiquement aussi, il faut se placer dans face au personnage. Ce sont des gens qui sont issus du web libre, de la vision de l'internet libre telle qu'on la connaît, telle qu'on l'entend d'ailleurs souvent dans l'univers du podcast. Ah oui, mais le podcast ça devrait être gratuit parce que c'est internet et sur internet tout est gratuit. Bon, ça c'est une petite aparté. Je pense que ça pourrait être un très bon sujet de Clubhouse. Est-ce que le podcast devrait être gratuit? Mais pour revenir à Adam Curry et à sa réponse, je la comprends sa réponse vue de son point de vue, vue de son univers, c'est tout à fait compréhensible. Et on aimerait dans l'absolu, je te dirais même que moi dans l'absolu, j'aimerais qu'on n'ait pas à dire ah mais ça c'est un podcast de radio, puis ça c'est un podcast natif. J'aimerais que ça soit clair dès le départ. Et vous-même vous venez à l'instant de mettre les pieds dans ce petit débat-là, puisque vous dites ah un tel c'est le podcast le plus écouté. Oui mais lui c'est du podcast natif. Ah oui mais l'autre c'est le plus écouté de la radio. Donc quel podcast est le plus écouté, bon Dieu? Est-ce que c'est un tel ou est-ce que c'est un tel au final? Déjà, il faudrait que les audiences soient calculées d'une manière logique, ce qui est pas le cas entre les radios et les podcasts de la CPM. C'est-à-dire que quand tu es à la CPM, donc il faut d'abord payer et ensuite tu as tes chiffres. Mais par contre, quand tu es sur Istat Médiamétrie, ça n'est que des podcasts de replay qui sont référencés aujourd'hui pour montrer leur puissance. C'est un peu la guéguerre entre les deux ACPM et Médiamétrie de ce côté-là, même s'ils ne calculent pas du tout de la même manière et que c'est pas du tout les mêmes. On peut pas interpréter les chiffres de la même manière. Mais et pour continuer la réponse à ta question, tu sais qu'ici au Québec, il y a beaucoup de podcasts et bon, je rentrerai pas dans les détails de mes propres podcasts, mais moi je suis arrivé à Radio-Canada en fin 2016, début 2017 dans l'univers du podcast et Radio-Canada lançait justement l'application dans les mois qui suivaient. Donc ça remonte déjà à 5 ans qu'il y a une application spécifiquement dédiée à l'univers audio qu'ils ont appelé ensuite Audio. Bon, eh bien, le podcast, ici, a des codes d'écoute qui dépassent largement les émissions de télévision pour plusieurs podcasts, et notamment, d'ailleurs, tiens, par exemple, un podcast qui vient d'annoncer des chiffres très récents de téléchargement. Je parle de chiffres de téléchargement, mais c'est un podcast qui s'appelle Captive. C'est deux femmes qui font un podcast True Crime qui racontent des histoires de crimes. C'est un podcast autoproduit qu'elles ont fait sans support financier, sans moyens particuliers autres que le fait qu'elles ont accès à un studio d'enregistrement. Eh bien, elles ont dépassé plus de 500 000 téléchargements ici au Québec. Donc, imagine-toi la potentielle marge de manœuvre si ça avait été en France. Donc, 500 000 téléchargements, c'est bien plus que les codes d'écoute de pas mal d'émissions de télévision ici ou de séries documentaires ici au Québec. Et tu as des podcasts qui dépassent les millions d'écoutes, ce qui est largement encore au-dessus de la plupart des émissions de télé. Donc on y est déjà. Sur certains podcasts. Mais non, mais bien entendu. Mais on va dire que c'est pas encore totalement installé, que c'est peut-être pour ça que il y a encore ce besoin de défendre sa position de podcasteur natif, dans la mesure où pour le moment il n'y a pas encore officiellement, enfin même si en effet il y en a qui font 250 000 téléchargements par épisode, des Mathieu Stéphanie ou Clémentine Gallet. Mais c'est vrai que c'est que le début. On n'est pas encore. On peut les compter sur les doigts de deux mains, quoi. Oui, et en même temps, moi je trouve que c'est important de pas laisser une sorte de masse comme ça, indéterminée, indiscriminée de contenu, sans qu'on puisse savoir que un tel a produit de façon autonome, de façon indépendante, un contenu qui atteint des sommets, qui atteint des scores. Je trouve ça vachement intéressant, puis je trouve ça motivant aussi. Je pense que c'est important aussi pour les gens de l'industrie du podcast, du milieu du podcast,
podcast, les jeunes podcasteurs, podcasteuses qui veulent se lancer, de se rendre compte qu'ils peuvent être capables de créer un contenu qui va atteindre des centaines de milliers de personnes, voire peut-être des millions de personnes à un moment donné. C'est bien de pas laisser certains sujets écraser les autres. Je le dis vraiment sans aucun sens de la concurrence ou de la bagarre entre le natif et la radio. Encore une fois, je pense que les deux vont dans le même sens. Je pense que la radio fait beaucoup de bien, évidemment, à l'univers du podcast. Puis il faut pas oublier que on fait tous partie du même univers, l'audio. Oui, et moi je trouve pour aller dans c'est important, ça. Pour aller dans ton sens, je trouve que pour les stations de radio, c'est génial parce que c'est vraiment des ressources colossales. Dans lesquelles elle peut puiser, même si certains ne veulent pas aller en radio, mais je trouve que c'est quand même des gens qui font de l'audio, qui se professionnalisent dans la manière de fabriquer de l'audio. Et alors il y en a qui le font plus ou moins bien, mais c'est en effet, c'est le développement de l'audio et pour les professionnels de la radio, ça ne peut être qu'un bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le podcast a servi aussi à réveiller les stations de radio, parce que elles étaient quand même un tout petit peu endormi depuis un certain temps. Et là, la chute des audiences plus le podcast qui arrive de face, eh ben, elles sont obligées de se réveiller, de se revivifier, plus la crise qui est passée par là et le Covid. Là, elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées de se bouger les fesses. Je terminerai avec le commentaire, et puis après on va s'arrêter parce qu'il est déjà 14h, de Sylvain Makoviak qui demande si la différence n'est-elle pas due à une utilisation massive de la pub sponsorisée aux USA, chose qui n'est pas un automatisme chez les podcasteurs français. Alors je ne sais pas franchement si la différence est vraiment sur le volet publicité, parce que en fait, que ça soit les podcasteurs replay, le podcast replay ou le podcast natif, on choisit si on veut mettre de la publicité programmative, si on veut mettre de la pub en host read, ou si on ne veut pas mettre de pub du tout et qu'on veut être financé par le service public quand on est service public, ou par les auditeurs quand on a la capacité à pouvoir fédérer une communauté et à l'entretenir, parce que encore une fois, si vous l'entretenez pas, obligatoirement elle ne va pas continuer à vous suivre. Donc je sais pas si si c'était ça ta question, Enfin, j'ai lu ce que tu as écrit dans le chat sur est-ce que la différence n'était pas due donc à l'utilisation massive de la pub sponsorisée aux États-Unis. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de pubs aux États-Unis. Il commence à y en avoir aussi quand même pas mal en France. Moi, je suis tombé sur les podcasts où je suis resté 2 minutes 30 à attendre que le podcast démarre, et ensuite il suffit que le podcast démarre avec une intro un peu longue et on m'a déjà perdu. Donc c'est un peu contre-productif cette partie publicité, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment lié à ça, la différence, puisque ça c'est après un outil qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, et c'est comme le payant. Le payant, est-ce que on fait un podcast payant ou pas? En effet, Stéphane, on pourrait faire une room sur mettre son podcast payant ou pas. En tout cas, on aurait des retours ici, à mon avis, sur ceux et celles qui l'ont fait avec Apple Podcast ou avec d'autres systèmes, et qui, à mon avis, sont assez, à mon avis, pas très très contents des résultats. Parce que ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, mais ça marche pas. Mais ensuite, comparaison des paraisons, parce que le marché américain est très différent. Enfin, je suis mal placé pour en parler, mais d'après ce que je vois, les Américains sont davantage enclins à prendre un abonnement. Déjà parce que géographiquement, le pays est très différent. Donc, oui, c'est plus vaste, et puis il y a plus de monde. Ouais, c'est plus vaste. Donc, pour capter la radio, il faut s'abonner, etc. Non, et puis il faut dire que les podcasts américains, comme Serial notamment, c'est pas que les États-Unis. C'est-à-dire que ça touche le monde entier. Tout le monde peut aller écouter un podcast en langue anglaise et avoir envie de s'y abonner. 1,5 milliard potentiel. Ouais, c'est ça. Donc puis il y a un aspect, il y a un profil sociologique aussi. Faut pas se mentir. En Amérique du Nord, aux États-Unis. Non, non, mais on est plus enclin à comprendre qu'on paye pour un contenu. Parce qu'il n'est pas le cas en France. Rapport. Et c'est ça, le rapport à l'argent est différent. Donc le rapport aux produits qu'on paye pour écouter. Ici, on utilise beaucoup de podcasteurs et podcasteuses utilisent Patreon, qui est une sorte de plateforme qui permet aux gens de payer soit des sommes forfaitaires, soit de verser des tips, des pourboires aux auteurs et autrices de podcasts. Donc il y a cette culture là qui est là et qui permet de plus facilement, je pense, d'aller vers ça.
Voilà, eh ben, on restera là-dessus sur ce dernier mot avec le mot de la fin de Monsieur Brulatour, comme à notre grande habitude. Tout a été dit, hein. Tout a été dit. Pas oui, tout, tout a pas été tout, dit, pas je pense. tout. Pas tout, mais une bonne partie. Bon, il faut être motivé, et donc ça me permet de vous dire que la semaine prochaine, on parlera de motivation. On parlera de motivation, de Podfade, et avec Alexandre Renaud qui nous a fait le plaisir de proposer cette room. La semaine d'après, on va parler de migration. Si vous avez des exemples et que vous avez déjà migré d'une plateforme à une autre, si vous avez rencontré des difficultés ou si vous avez eu des problèmes ou au contraire si ça s'est super bien passé, c'est dans 2 semaines, on va parler de migration. Et puis après, on enchaînera avec l'idée de Stéphane sur rendre son podcast payant ou non. Qu'en pensez-vous ? Ça sera pour dans 3 semaines. Voilà, comme ça on enchaîne. Et si vous avez des idées de thématiques de room, proposez-les-nous, envoyez-nous ça en commentaire, par mail, pour la partie... Oui, Stéphane, il a migré au Canada, lui. Il n'a pas migré son podcast, il a migré carrément au Canada. Enfin, au Québec, pardon. Donc, si vous avez des idées de thématiques, vous voulez aussi co-animer avec nous ces thématiques sur notre Clubhouse, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Si vous voulez aussi faire partie de l'équipe de Podcast Magazine pour rédiger et proposer des sujets pour le numéro 3, puisque le numéro 2 va sortir dans pas longtemps, on est en bouclage et on vous invite à aller sur podcastmagazine.fr, à aller acheter le numéro 2 si vous avez le numéro 1, ou le numéro 1 et 2 si vous n'avez pas ni le numéro 1 ni le numéro 2, parce que ça nous aide aussi, bien entendu, à continuer à sortir ce beau magazine qui est plus un MOOC, qui est un MOOC, vous savez, M2OK, c'est-à-dire un book, un livre, plutôt qu'un livre qu'un magazine. J'étais avec quelqu'un hier qui l'a commandé. Je lui ai dit, tu verras, c'est un bel ouvrage. Et je crois que c'était un 2 points métal. Je lui ai dit non, il n'est pas en 2 points métal. C'est un beau dos carré collé avec un papier très agréable et surtout un contenu. On espère que vous trouverez intéressant. Voilà pour aujourd'hui. Merci, Monsieur Stéphane, d'avoir participé si tôt avec nous. Merci, Monsieur Brulatour. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le Podfade. Et si vous êtes démotivé, Alexandre va vous trouver des solutions. Elle est aussi spécialisée dans le yoga. Donc, je pense que ça va être zen la semaine prochaine. Soyez zen, bonne semaine. Et si vous êtes à l'UNESCO vendredi à 18h, passez nous voir. On va parler podcast avec plein de gens. Ciao, bonne journée à tous. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas, ta marque il est posée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.